Les forces russes continuent de pilonner l'est de l'Ukraine. Au moins 15 civils sont morts dimanche dans une frappe sur la ville de Tchassivyar. Au Sri Lanka, les partis d'opposition se sont mis d'accord sur la formation d'un nouveau gouvernement. Les manifestants resteront dans le palais présidentiel jusqu'à la démission officielle du président. 2 jours après son assassinat, la classe politique et la population civile japonaise ont rendu hommage à l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Et 2-7 pour Novak Djokovic. Le Serbe a remporté sa 7e victoire à Wimbledon en s'imposant face à l'Australien Nick Kyrgios. En Ukraine, à Tchassivyar, dans la région de Donetsk, à l'est, les secouristes continuent à chercher d'éventuels survivants dans les ruines de ces bâtiments frappés par des missiles russes. Les habitants de ce quartier résidentiel donnent la main aux sauveteurs. Ici, habitent principalement des personnes travaillant dans les usines voisines. Après une très longue opération de sauvetage, 6 personnes coincées sous des blocs de béton ont été libérées. Mais une quinzaine de civils ont été tués dans cette attaque. Une trentaine sont encore portés disparus et les blessés sont nombreux. Mon fils, qui a 32 ans, voulait aller voir l'endroit de la frappe et quand le 2e missile est tombé, il a sauté dans le couloir. Son père et lui ont été projetés contre ses portes et ont été assommés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu que le bilan de ces bombardements risquait de s'alourdir, dénonçant aussi la volonté des Russes, selon lui, de tuer délibérément des civils. Une accusation rejetée par le Kremlin. La Russie affirme toujours mener une opération militaire spéciale pour démilitariser l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense accusant samedi dans un communiqué les Ukrainiens d'installer des hommes et des armements dans des écoles et bâtiments civils dans plusieurs localités du territoire de Donetsk et de Kharkiv. Au Sri Lanka, les partis d'opposition se sont mis d'accord dimanche sur la formation d'un nouveau gouvernement. Une nouvelle accueillie avec joie par les manifestants qui, méfiant quand même, ont la ferme intention de continuer à occuper le palais présidentiel jusqu'à la démission du président sri-lankais. Elle doit être officialisée ce mercredi. Gotabaya Rajapaksa, que les Sri Lankais rendent en grande partie responsables de la crise économique sans précédent que connaît le pays et qui ont donc décidé de profiter pour quelques heures du luxe habituellement réservé aux dirigeants de l'État, occupant ainsi non seulement le palais présidentiel mais aussi celui du Premier ministre et les bureaux de ces 2 dirigeants. Au cours des 6 derniers mois, les gens se battaient dans les files d'attente, que ce soit pour le carburant, la nourriture, le gaz. Mais maintenant, les gens ont de l'espoir. Face aux pénuries d'alimentation, de médicaments et d'énergie, les Sri Lankais ont manifesté pendant des mois pour dire leur colère, souvent dans la violence. Le calme semble revenu. Reste un constat, celui dressé dimanche par les Nations Unies. Dans ce pays, autrefois à revenu intermédiaire, les 3/4 de la population en sont maintenant à réduire leur alimentation. Le recueillement plutôt que la célébration. Malgré la probable victoire du Parti libéral-démocrate aux élections sénatoriales partielles de ce dimanche, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a tenu à observer une minute de silence en mémoire de l'ex-chef de l'État Shinzo Abe, tué par balle vendredi. Sur le lieu de son assassinat à Nara, près d'1 millier de personnes sont venues se recueillir ce dimanche et déposer des gerbes de fleurs. Cette attaque contre l'un des hommes politiques les plus connus du Japon a profondément ému la population dans un pays relativement épargné par les violences politiques et où les armes à feu sont particulièrement rares. Jamais je n'aurais pensé qu'une telle chose puisse se produire ici, témoigne ainsi cette japonaise venue se recueillir avec sa famille. Son époux explique lui avoir voulu emmener ses filles sur ce lieu dans l'espoir qu'elles prennent conscience de l'importance de la politique et de la démocratie. À l'étranger, de nombreux chefs d'État ont rendu hommage à Shinzo Abe. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken devrait faire étape à Tokyo lundi pour présenter ses condoléances en personne. L'auteur présumé de l'attaque, un homme de 41 ans nommé Tetsuya Yamagami, a été immédiatement arrêté sur les lieux. Il a depuis avoué avoir délibérément visé Shinzo Abe, expliquant en vouloir à un groupe religieux nommé l'Église de l'Unification, lié selon lui à l'ancien Premier ministre. Après quasiment 17 années de statut de candidat,
Le chemin de la Macédoine du Nord vers l'adhésion à l'Union européenne semble encore bien incertain. De nombreux obstacles se dressent devant ce petit pays, notamment les exigences de la Bulgarie. Fin juin, Sofia a levé son veto, mais à la condition que le pays s'engage à modifier sa constitution pour inclure les Bulgares dans les groupes ethniques reconnus. Un accord insupportable pour ces manifestants. Il faut le rejeter, on nous fait du chantage et on ne nous a tout simplement pas donné la même chance qu'aux autres pays comme la Serbie et le Monténégro. Ça ne peut pas être pire que ça. Aucune négociation avec les Bulgares. Les manifestations qui durent depuis une semaine ont dégénéré avec des dizaines de policiers blessés et plusieurs manifestants arrêtés. Malgré cette éruption de violence, le gouvernement estime que la Macédoine du Nord doit entamer des négociations d'adhésion. Nous comprenons toutes les préoccupations et les émotions de la population, mais nous essayons d'expliquer qu'il s'agit de l'orientation stratégique de notre pays et que nous pouvons entrer dans l'Union européenne en tant que Macédoniens avec la langue macédonienne. Pour que la Constitution soit amendée et que la minorité bulgare soit officiellement considérée, les 2/3 de l'Assemblée nationale doivent se prononcer en faveur. La majorité va donc avoir besoin de l'opposition, inimaginable en l'état, car l'accord avec la Bulgarie représente, selon ses députés, une atteinte à la nation macédonienne. Nous disons clairement que nous ne soutiendrons pas cette proposition et le changement de la Constitution pour une raison simple. Ce qui est demandé à la Macédoine avec cette proposition touche profondément aux racines de la nation. Comme l'a dit le président français Emmanuel Macron, la Macédoine du Nord est à un carrefour historique. Elle doit choisir entre la voie des négociations pour l'adhésion à l'UE, qui sont un défi aux problématiques nationales, ou la voie vers une destination inconnue, encouragée par des opinions politiques anti-européennes croissantes. In Skopje for Euronews, Borjan Jovanovski. Au Royaume-Uni, au moins 10 candidats sont en lice pour succéder à Boris Johnson, poussé vers la sortie la semaine dernière. La plupart des ministres de premier plan sont candidats. Dernière en date à s'être déclarée, Liz Truss, ministre des Affaires étrangères. Le parti conservateur britannique fera connaître aujourd'hui les modalités et le calendrier de la désignation du futur Premier ministre britannique. En Syrie, l'acheminement de l'aide humanitaire des Nations Unies est bloqué à la frontière turque. Signe des tensions internationales, la Russie s'est opposée vendredi à la prolongation du plan d'aide de l'ONU au nom de la souveraineté territoriale de la Syrie. Ce blocage diplomatique a été fermement condamné par Washington. Près de 4 millions de Syriens dépendent de l'aide internationale. Parasol et Transat ont été déployés ce week-end sur les berges de Seine. L'édition 2022 de Paris-Plage a été lancée. À 2 ans des JO, le programme fait la part belle aux activités sportives. Canoë-kayak, paddle mais aussi pétanque sont proposés. Malgré la nouvelle vague de Covid, la maire de la capitale française Anne Hidalgo a promis une édition sans jauge ni restriction. Un 7e titre à Wimbledon pour Novak Djokovic. Aux Anges, le Serbe a battu ce dimanche en finale Nick Kyrgios 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Déjà vainqueur des 4 dernières éditions du Majeur sur gazon, Djoko a ajouté à son palmarès un 21e trophée du Grand Chelem. Il n'est plus qu'à une longueur du record détenu par Rafael Nadal. Avec ce 7e titre londonien, il égale aussi la performance de son idole, Pete Sampras. L'Australien, 40e joueur mondial, jouait lui à 27 ans sa première finale de Grand Chelem. Bob Jungels a remporté en solitaire la 9e étape du Tour de France à Châtel. Pour ce retour en France après l'incursion en Suisse, cette victoire change la donne pour l'équipe AG2R Citroën à la peine depuis le départ en raison des difficultés de son leader australien Ben O'Connor. Dans un final indécis, le Luxembourgeois a résisté au retour de Thibaut Pinot qui a fléchi dans les tout derniers kilomètres.
Tadej Pogačar finit 5e au sprint avec Johannes Vingegaard dans sa roue. Le Slovène conserve son maillot jaune de leader. Par ailleurs, le Covid a entraîné un nouvel abandon, celui de Guillaume Martin, 3e coureur en 2 jours à devoir quitter le Tour à cause du virus. Le Tour de France va profiter d'une journée de repos ce lundi à Morzine avant de repartir direction Megève.